Madame France Guillain, bonjour. Bonjour. S'il y a des personnes que j'ai souhaité rencontrer pour les interroger et discuter avec eux, c'est bien, vous en faites partie. Et aujourd'hui, enfin, j'ai atteint mon objectif et je dois reconnaître que je suis assez content. Et en tout cas, je vous remercie d'accorder votre temps parce que j'ai vu que vous étiez quand même très prise et très demandé, certainement grâce à votre succès et le message que vous passez. Donc merci d'accorder quelques minutes de votre temps à Mieux Santé Télé. Alors, vous êtes donc une diététicienne à la base. Oui. Mais je crois que dans le cadre de la diététique, vous êtes un petit peu hors norme, ou en tout cas vous avez l'air d'avoir des préceptes qui sortent un peu des sentiers battus, si on se réfère aux produits laitiers, etc. Je crois que vous avez écrit un premier livre qui s'appelle La méthode Guillain. Qu'est-ce que c'est la méthode Guillain? Alors en fait c'est très simple, je suis partie naviguer autour du monde il y a très longtemps, il y a plus de 45 ans. Un petit peu plus fort, parce que vous voyez on est dans le salon et c'est vrai que c'est pas... Oui, je suis partie faire le tour du monde à la voile il y a 46 ans, et avec un bébé, sur un tout petit voilier de 9 mètres. Et puis j'avais fait un stage en hôpital pour tout ce qui pouvait arriver sur un bateau. Et j'ai très vite compris en quelques semaines que sans frigo, sans congélateur, sans pharmacie pour renouveler le matériel, j'irais pas loin. Donc j'ai observé autour de moi comment vivaient, comment mangeaient et comment faisaient les gens qui vivaient très vieux en bon état. Et en observant tout ça, dès 1977, j'ai écrit dans une revue qui s'appelle La Vie au Soleil, à l'époque, comment je voyais l'alimentation, en donnant exactement les quantités d'aliments qu'on pouvait manger dans une journée ou dans un repas, et comment les agencer. Et 29 ans plus tard, Harvard a fait une publication à la suite de 22 000 études internationales. Ils ont démontré exactement à la cuillère à soupe près ce que j'avais écrit moi 29 ans plus tôt. Vous, sur l'aspect pratique, vous l'aviez vraiment essayé? Complètement. Quelque chose qui et puis j'avais observé que les humains mangeaient partout de la même manière. Ce sont les mêmes combinaisons, à l'exception du Sahara éventuellement et des Inuits, qui ne sont pas dans des endroits normaux. Quoique dans les oasis on mange tout à fait normalement. Eh bien, dans tous les pays du monde, on a des fruits. Quand on a des productions correctes, qu'il n'y a pas de guerre, qu'il n'y a pas de famine, les gens mangent en moyenne 400 grammes de fruits par jour avec 2 ou 3 poignées d'amandes et puis beaucoup d'huile, énormément d'huile crue. Par exemple le coco râpé, pressé, mais pas ce qu'on vend dans les magasins, hein, le vrai. Ce qu'on appelle le copra, non? C'est différent? Non, le copra, justement, il est déjà fermenté. Enfin, fermenté, c'est même pas fermenté, il est rance. Il est déjà... Il est déjà préparé, il est déjà râpé, etc. Oui, mais c'est pas du tout ça. Non, il s'agit de râper un coco frais, de presser le lait qu'il y a dans la chair. Et là, on a un produit gras absolument extraordinaire, dont les propriétés sont fantastiques, mais disparaissent en quelques heures. Il devient saturé très vite. Nous, on le gardait même pas du matin jusqu'au soir. On sentait déjà la différence. Alors, il n'existe aucun procédé pour garder ces propriétés-là, je tiens à le dire. Parce que là, il y a beaucoup de mensonges et on n'a pas besoin, nous, en France, de manger du coco qui n'est pas frais, alors que nous avons des huiles magnifiques comme l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de pépins de courge, l'huile de sésame qui poussent sur place, l'huile de noix qui sont des huiles fantastiques et qui poussent sur place. Donc voilà, j'ai beau être originaire de pays tropicaux, ici, si j'utilise le coco, je le râpe moi-même et je presse moi-même. C'est extrêmement important parce que des études ont montré que dans les pays où ils ont de l'huile de coco en dominante, comme la Malaisie ou le Pacifique, ils ont énormément de problèmes cardiaques. Donc c'est à cause de l'huile de coco justement. Donc il faut un peu arrêter ce mensonge alimentaire, comme dirait Hans-Ulrich Green. D'accord, mais alors votre méthode, elle est basée, je crois, déjà Alors ma méthode, elle est basée sur deux choses très importantes. Nos deux grands problèmes aujourd'hui sont l'état inflammatoire et l'oxydation. L'oxydation par la vie et par stress oxydatif aussi. Et ils soutiennent mutuellement. C'est-à-dire quand on fait baisser l'oxydation, on fait baisser l'état inflammatoire, mais pas complètement, parce que notre façon de nous habiller et de vivre nous maintient du chaud en permanence. Parce qu'aucun mammifère n'a une culotte, aucun mammifère n'est assis toute la journée pour bosser, ni immobile debout. Donc normalement, nous devrions avoir le sexe au frais toute la journée. C'est-à-dire que nous devrions marcher, transpirer, la sueur allant au sexe, et en marchant, ça s'évapore et ça provoque de la fraîcheur. Et quand on a un petit pépin, on s'est blessé ou n'importe, eh bien on se met plus de fraîcheur à cet endroit-là. C'est connu en Nouvelle-Guinée, c'est connu
dans tous les pays du monde, depuis toujours, même en médecine chinoise, mais on n'en parle pas, on n'en parle plus, pour toutes sortes de raisons, parce qu'on a remplacé ces méthodes par des médicaments, et puis qu'on est gêné de parler de sexe, tout simplement. Donc c'est dommage, parce que c'est un moyen très simple, sans danger, de faire baisser l'état inflammatoire. Et toutes les recherches actuelles montrent que la température interne moyenne, c'est-à-dire rectale, quand on prend la température, je précise bien par l'anus, parce que beaucoup de gens ne savent plus ce que c'est, on prend la température toutes les heures pendant 24 heures. Si on fait la moyenne, ça ne doit jamais dépasser 36,6. Ça peut être en dessous, ça ne doit surtout pas être au-dessus. Le soir, on ne doit jamais arriver, on ne devrait pas dépasser 36,6 le soir à 7-8 heures du soir. Quand j'étais enfant, il y a très longtemps, quand j'étais enfant, je vais avoir 73 ans, hein, donc quand j'étais enfant, on nous enseignait à l'école qu'il fallait prendre notre température le soir de temps en temps avant de se coucher. On se couchait à l'époque à 8 heures du soir. Eh bien, si on avait 37,1 ou 37,2, il fallait aller à l'hôpital parce que c'était regardé à cette époque-là comme un état inflammatoire qui pouvait générer de la nuit. Qui pouvait être le signe d'une primo-infection, d'un début de tuberculose. Et effectivement, 2 de mes camarades qui avaient 37,1, 37,2 ont eu des primo-infections. Et ça m'a marqué cette chose-là. J'ai gardé ce souvenir toute ma vie parce que quand je prenais la température de mes enfants, je faisais attention que ça ne dépasse jamais 37. On ne devait pas dépasser 37. La température, normalement, elle est à 37 juste avant de sortir du lit le matin. Et ensuite, elle descend toute la journée, et elle est au plus bas à la fin de la journée quand on a bien travaillé, bougé, qu'on s'est remué, etc. Et la nuit, elle remonte pour protéger les organes vitaux. Parce que sinon, on pourrait mourir de froid. Et comme le disait Hippocrate, quand on a chaud dedans, on est froid dehors. Quand on a froid dedans, on est chaud dehors. Donc le matin, il est excellent de prendre une douche chaude pour faire baisser la température interne. On fait pipi, on commence à vivre. Et là, on a une sensation de chaleur à l'extérieur, mais dans le même temps, ça se rafraîchit à l'intérieur. Toute la journée, on doit avoir une sensation de chaleur à l'extérieur et à l'intérieur, ça se rafraîchit. Et le soir, c'est l'inverse qui va se passer. Regardez, même les journées où la nuit, la température ne descend pas plus bas que 25 degrés, eh bien, quand on se couche, on a un peu une sensation de froid à l'extérieur, on met ne serait-ce qu'un drap, parce qu'en fait, l'extérieur se rafraîchit pendant que l'intérieur se réchauffe. Donc ça veut dire que le soir, il faut prendre une douche froide alors. Le soir, on prend un bain froid, tiède, en tout cas plutôt frais. D'ailleurs, la médecine, depuis 4 ans, conseille exactement ça, parce que des études ont été faites sur l'influence du froid sur le corps, beaucoup d'études ont été faites, et on a actuellement, parmi les gens qui travaillent sur ces problèmes-là, vous avez le Japon, vous avez la Russie à Saint-Pétersbourg, vous avez l'Allemagne, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas, vous avez les deux, le Canada, l'Amérique, la France, sauf qu'ils le prennent par le mauvais bout. Par exemple, quelqu'un qui a une spondylarthrite ankylosante et qui a des douleurs, on le fait venir jusqu'à l'INSEP de Paris parce qu'il y a une chambre froide. On lui fait toutes sortes de contrôles avant de le faire rentrer dans la chambre froide. Ensuite, on le fait rentrer pendant quelques secondes ou minutes dans la chambre froide. Après, il faut le réchauffer pour lui supprimer des douleurs pendant 2 ou 3 jours. C'est bête parce qu'on les met en hypothermie, alors qu'il ne faut faire baisser la température que de l'intérieur. Et il existe un moyen simple, depuis toujours, que nous appelons le bain dérivatif, mais que tous les animaux pratiquent, c'est la fraîcheur au sexe et au périnée exclusivement, sans rafraîchir les fesses, sans toucher les cuisses. C'est très différent du bain de siège. Je peux vous expliquer la différence entre les deux. Bien sûr, le bain de siège, on trempe son derrière dans l'eau froide pendant 7 minutes. On trempe la pointe des fesses, enfin ce que dirait Casaraï dans les années 70, c'était la pointe des fesses. On trempe les fesses dans l'eau, mais on est tout nu. Le fascia se contracte, appuie sur les vaisseaux sanguins et sur les canaux lymphatiques et active la circulation sanguine et lymphatique. C'est excellent, ça purge les organes. Et ça produit une forte chaleur interne. Et le fascia est contracté. A l'inverse, le bain dérivatif, on a le corps au chaud et on ne rafraîchit que le périnée et le sexe. Et là, le fascia se détend complètement. Il se met à vibrer comme le fait l'intestin. Et à ce moment-là, on fait travailler les graisses brunes qui ont aujourd'hui à peu près 17 fonctions. Toute une série de fonctions viennent d'être découvertes par Harvard.
par un grand spécialiste qui s'appelle Ivan Rosen, qui est spécialiste des graisses précisément, et qui considère aujourd'hui les graisses brunes dont je parle depuis 1996 comme un organe à part entière et qui a des fonctions que n'a nul autre organe. Par exemple, les graisses brunes empêchent la formation des caillots dans le sang. Les graisses brunes dilatent les vaisseaux quand ils sont un peu trop serrés. Les graisses brunes réparent les vaisseaux sanguins. Les graisses brunes produisent des vaisseaux sanguins supplémentaires dans les muscles quand on se met à faire beaucoup de sport. Et on retrouve ces graisses brunes dans quoi on les trouve, ces graisses je vais brunes? vous le dire. Elles régulent le sucre, elles régulent le cholestérol, elles régulent l'appétit. Elles sont extraordinaires